Sous l'eau, on n'entend pas les cris. C'est la première chose qu'on apprend en plongée. Non pas pour vous faire peur, mais pour vous habituer à vous débrouiller seul en cas de problème, et à ne pas paniquer. Là-dessous, le monde s'efface. Le bruit de la surface disparaît. Il ne reste que votre respiration, le ronronnement de votre détendeur et le silence immense qui vous étreint de toutes parts. Ce silence, pendant des années, j'ai adoré ça. Jusqu'au jour où j'ai découvert que quelque chose dans ce silence, qui n'était pas vraiment de ce monde, nous observait. Je plonge depuis l'âge de 19 ans. J'ai commencé en piscine, comme tout le monde, puis en mer à 20 ans, lors d'un séjour en Corse. Ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai atteint les 10 mètres de profondeur, c'est cette pression légère sur les tempes, cette lumière qui bleuissait lentement, ce sentiment d'être suspendu dans quelque chose d'infiniment plus grand que soi. Ça, je ne m'en suis jamais lassé. Pendant 15 ans, j'ai plongé partout où je pouvais. Et grâce à mon métier de journaliste, les occasions n'ont pas manqué. Méditerranée, Atlantique, une fois en mer Rouge lors d'un voyage en Égypte. Mais ma zone de prédilection restait la côte bretonne. Pas pour ses eaux claires, parce qu'elles ne le sont pas, mais précisément pour ça. La Bretagne sous-marine est opaque, froide, pleine de forêts d'algues géantes qui ondulent comme des bras, de roches couvertes d'éponges orangées et de vie cachée au creux de chaque faille. C'est une plongée qui demande de l'attention. Rien n'est donné. C'est lors d'un week-end de juin que j'ai trouvé la crique. Elle n'était pas sur mes cartes habituelles. Je l'ai repérée depuis le sentier côtier, un matin. Une avancée de granit rose s'enfonçait dans la mer sur une centaine de mètres, formant une anse naturelle encaissée entre deux falaises. Et au pied de ces falaises, une eau d'une couleur différente des environs, d'un vert émeraude. C'est depuis ce promontoire, ce matin-là, que j'ai remarqué un phénomène étrange. À 250 mètres environ au large, l'eau changeait de couleur de façon brutale. Mais ce n'était pas le dégradé progressif qu'on observe lorsqu'il y a une différence de profondeur. Il y avait une frontière nette, géométrique, entre le bleu-vert habituel et une noirceur dense qui semblait monter de dessous, comme une tache d'encre posée juste sous la surface. J'y suis retourné l'après-midi avec mes affaires de plongée. En contrebas des falaises, une petite grève de galets offrait suffisamment de place pour poser mon matériel à plat. J'ai pris le temps d'enfiler ma combinaison, de sangler mon gilet et de vérifier mon détendeur. Puis, je me suis mis à l'eau. L'eau de la crique était à 16 degrés. Froide pour un mois de juin, même en Bretagne. Visibilité correcte, 4 à 5 mètres. Je suis descendu en suivant la paroi rocheuse, en spirale lente, laissant la lumière de la surface s'éloigner au-dessus de moi. C'est en atteignant les 25 mètres que j'ai distingué quelque chose dans les profondeurs. Une masse sombre, allongée, immobile. Elle reposait au fond d'une crevasse naturelle, dans le plancher sablonneux, comme un animal qui aurait choisi cet endroit pour y mourir. Plus je m'approchais, et plus la forme se précisait. C'était un bateau, pas un petit voilier, quelque chose d'imposant, peut-être 30 mètres de long, un chalutier ou un petit cargo côtier. De la mousse, des coquillages incrustés et une toison d'algues brunes recouvrait l'acier rouillé. Ce qui m'a frappé immédiatement, c'est l'absence totale de bouée ou de signalisation. Une épave de cette taille aurait dû attirer les plongeurs, les curieux ou les clubs locaux. Mais l'espace vierge autour n'indiquait aucune exploration humaine récente. D'ailleurs, j'ai dû moi aussi y renoncer ce jour-là, car je n'avais pas de lampe assez puissante. Et entrer dans une épave sans éclairage adapté, c'était de l'inconscience pure. J'ai fait le tour de la coque, noté la position sur mon ordinateur de plongée,
et je suis remonté vers la surface. Le soir même, j'ai cherché dans les registres de naufrage disponibles en ligne. Rien ne correspondait à ces coordonnées, à cette taille de coque ou à cette zone. Le bateau n'était répertorié nulle part. Alors 3 jours plus tard, j'y suis retourné avec tout mon matériel de plongée. Ma lampe ouvrait le chemin avec son cône blanc d'une portée de 12 mètres. J'ai pénétré dans le chalutier par la porte d'accès arrière en gardant une main contre la paroi pour ne pas me désorienter. L'intérieur était extraordinairement préservé. Sur les épaves classiques, même relativement récentes, la dégradation est rapide et totale. Les matériaux organiques disparaissent, le métal se corrode, et après seulement quelques décennies, il ne reste plus qu'une structure délabrée. Mais ici, les cloisons en bois des coursives étaient intactes. Il y avait même encore des vêtements accrochés au patère, décolorés et envahis d'algues. J'ai avancé lentement, mètre après mètre, en contrôlant ma respiration. C'est dans la coursive qui menait à la cambuse que je l'ai vue, au bout du couloir. Mon premier réflexe a été de penser qu'il s'agissait d'un autre plongeur, qui avait pénétré l'épave par un autre accès. J'ai levé ma lampe. La silhouette n'avait pas de combinaison. Elle était debout dans l'eau noire verdâtre, vêtue de ce qui ressemblait à des habits de pêcheur. Un col roulé sombre et des bottes vert bouteille. Elle avait la tête légèrement baissée. Ses cheveux flottaient autour d'elle comme des algues. C'était une femme. Je me suis rapproché doucement, sans la quitter de mon faisceau lumineux. Là, sa tête s'est relevée. Un visage presque intact, mais avec les yeux blanchâtres et voilés. Mon cœur s'est accéléré et j'ai reculé. Ma palme a heurté la cloison derrière moi et le choc a résonné dans toute la coque. Quand je me suis retourné vers la sortie, j'ai aperçu 2 autres silhouettes dans les coursives latérales. Elles se tenaient debout elles aussi, parfaitement immobiles, comme figées à jamais dans l'éternité. Je suis sorti de l'épave en 30 secondes. La remontée vers la surface s'est faite en mode automatique. Les gestes de sécurité, le palier, la décompression, tout s'est fait sans que j'y pense vraiment. Mon cerveau était encore dans cette coursive. De retour en surface, j'ai palmé lentement vers la crique, les yeux fixés sur les falaises sans vraiment les voir. Arrivé sur la grève, j'ai retiré mon équipement et je suis resté assis un long moment sur un rocher à essayer de faire le ménage dans mes pensées. Je n'arrivais pas à définir ce qui m'avait le plus choqué. Les cadavres, ou bien cette impression qu'ils n'étaient pas tout à fait morts. Comment expliquer un tel état de préservation ? En temps normal, un corps sous l'eau devient méconnaissable en quelques jours seulement. Et au bout de quelques mois, les charognards de la mer ne laissent généralement que quelques lambeaux de chair, tout au plus, accrochés à un squelette. Et que dire de leur posture, totalement inhabituelle pour des cadavres immergés sous l'eau. Les seules explications étaient que le bateau venait tout juste de faire naufrage, et que la température de l'eau à cette profondeur avait peut-être raidi les corps, au point qu'ils se soient figés à la verticale dans ces positions étranges. Je suis quand même resté dubitatif à cette idée. Quand le soleil s'est couché derrière l'horizon, j'ai rangé mon matériel et j'ai repris le chemin du retour. Sur la route, j'ai tout d'abord songé à contacter les autorités. Mais au fur et à mesure que les kilomètres défilaient, mon instinct de journaliste reprenait le dessus. Une épave non répertoriée, des corps, aucune trace de naufrage dans les archives locales. C'était le genre de découverte qui ne se présente qu'une fois dans une carrière. Et pour un journaliste indépendant comme moi, sans salaire fixe ni filet de sécurité, c'était une belle opportunité pour se mettre à l'abri. Mais voilà le problème. Je n'avais rien. Pas une photo. Ni même un nom de bateau. Aucune rédaction sérieuse ne publie ça. Il me fallait des preuves, de la matière, et avant toute chose, que je me renseigne sur le sujet. Cette nuit-là, j'ai très mal dormi.
et quand le sommeil est finalement arrivé, il a amené avec lui quelque chose dont je me serais bien passé. J'ai rêvé de la femme de la coursive. Elle était debout face à moi, dans ce qui ressemblait à la cambuse du bateau. Une petite cuisine de bord, fonctionnelle et étroite, avec des casseroles suspendues au mur, un évier en inox sur la droite et un hublot juste au-dessus, laissant filtrer une lumière verdâtre. Tout était sec, tout était normal. La femme n'avait plus ses yeux opaques, et son visage était calme, presque maternel. Elle m'a regardé longtemps avant de parler. Tu ne devrais pas revenir. La prochaine fois, tu ne remonteras pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur ce bateau ? Nous avons été attaqués. Et maintenant, il se sert de nous comme appât, pour attirer les vivants comme toi. Attaqué ? Mais par quoi ? Quelque chose d'ancien, de plus ancien encore que votre monde. L'enfer existe aussi sous la mer. J'ai marqué une pause, puis j'ai enchaîné. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider ? Il garde nos âmes prisonnières sur ce bateau. Pour nous libérer, il faut que tu fasses connaître notre histoire. Que tu... À cet instant, une masse blanche est passée devant le hublot. Quelque chose de lisse et démesuré. Le visage de la femme s'est figé. Puis elle a baissé la tête, comme résignée. J'ai passé toute la semaine suivante à effectuer des recherches. Aux archives des affaires maritimes bretonnes, un rapport de sondage bathymétrique datant de 1962 signalait une anomalie géologique aux abords de la crique. Une cheminée sous-marine d'origine inconnue, verticale, d'une profondeur non mesurée. L'ingénieur avait griffonné une note en marge. Matériel de sonde non récupéré. Équipe refuse de retourner sur site. J'ai ensuite recensé les naufrages dans un rayon de 5 km sur les 2 derniers siècles. 9 bateaux disparus sans aucune explication. Aucun survivant. Conditions météorologiques non mises en cause. C'est sur un forum japonais, tard un soir, que le terme ningen m'est apparu, presque par accident. Le mot vient du japonais. Ningen. Être humain. Nom donné par ironie à quelque chose qui ressemble à un homme de loin, mais à rien de connu de près. Les premières mentions proviennent de baleiniers japonais opérant dans les eaux antarctiques dans les années 1990. Tous décrivaient à peu près la même chose. Une masse blanche, immense, se déplaçant sous la surface à des profondeurs variables. Humanoïde dans sa forme générale, un tronc et 2 membres supérieurs, mais sans jambes. À la place, une masse caudale épaisse, munie d'une rangée de pics sur le dessus. Les témoins s'accordaient sur une taille de la créature comprise entre 8 et 12 mètres. Plus récemment, près des côtes japonaises, les témoignages se faisaient plus alarmants. Le monstre s'attaquait à des petites embarcations, principalement la nuit, et dans la plupart des cas, les bateaux avaient disparu. Un ancien marin, reconverti en blogueur, semblait avoir quelques pistes. Il a affirmé dans un article que le ningen n'était pas une créature unique, mais correspondait à plusieurs entités distinctes, réparties sur différents océans, toutes associées au même type de formation géologique. Des cheminées sous-marines d'une profondeur inconnue. Il nommait ces formations des bouches, des ouvertures qu'il décrivait comme un espace sans lumière, sans fond, rempli d'un son grave et continu, inaudible pour l'oreille humaine, mais perceptible par le corps tout entier. Et une de ces mystérieuses bouches se trouvait peut-être à seulement quelques kilomètres de chez moi. Je savais que je ne devais pas y retourner. La femme du rêve m'avait clairement averti. Mais cette histoire avait réveillé en moi ce feu ardent, qui pousse si souvent les journalistes à prendre tous les risques pour accomplir leur mission. Alors, je suis descendu à l'aube avec mon matériel de plongée et ma caméra. L'épave était là. Les silhouettes aussi. J'en distinguais quelques-unes depuis l'extérieur à mesure que je descendais le long de la coque. Elles étaient toujours aussi immobiles, comme des mannequins en plastique. Mais cette fois, leurs yeux laiteux semblaient me suivre du regard.
Quand je suis passé devant la porte d'accès arrière, la femme du rêve m'attendait. Elle n'a pas bronché quand ma lampe l'a éclairée, mais ses yeux exorbités me criaient de fuir. Je ne suis pas rentré dans l'épave cette fois-ci. J'ai continué doucement ma descente jusqu'à atteindre le fond. En bas, il n'y avait rien. Et si je n'avais pas découvert les corps et fait ce rêve étrange l'autre nuit, j'aurais probablement pensé que toute cette histoire n'était qu'un canular. Mais quelque chose de sombre se tramait dans ses profondeurs. Je le sentais maintenant de toutes mes tripes, comme une sorte de basse vibration qui remontait du sol. J'ai continué mon inspection et longé la coque pour faire le tour du bateau. Elle était juste là, à 30 mètres de la proue. Une ouverture parfaitement circulaire d'une dizaine de mètres de diamètre dans le plancher sablonneux. De l'intérieur ne montait aucune lumière, juste une noirceur absolue qui semblait absorber le faisceau de ma lampe. J'ai allumé ma caméra et j'ai commencé à filmer. Pendant 3 minutes, il ne s'est rien passé. Puis, quelque chose a commencé à émerger de la fosse. D'abord une main, blanche, démesurément grande, avec des ongles acérés. Elle a agrippé le rebord de l'ouverture pour se hisser. Puis un bras, une épaule et une tête. Là, j'ai compris d'où lui venait son surnom de Ningen en japonais. Son faciès, d'un blanc crayeux, ressemblait à un visage humain. Des yeux aux arcades prononcées, un nez et une bouche semblables aux nôtres. Mais son expression, en revanche, dégageait une hostilité d'un autre monde. Je n'ai pas attendu plus longtemps avant de prendre la fuite. Je me suis retourné et j'ai levé les yeux vers la surface. À cette profondeur, le ciel n'était qu'une lumière lointaine noyée dans l'océan. À mi-chemin, j'ai senti quelque chose sous mes palmes. Du remous, ou le déplacement d'une masse énorme qui remontait plus vite que moi. J'ai jeté un coup d'œil vers les profondeurs. La créature fondait sur moi, les bras déployés comme les ailes d'un avion de combat. Par pur instinct, j'ai braqué ma lampe à LED en direction de son visage. Il m'a semblé entendre un rugissement étouffé et elle a arrêté sa course immédiatement pour se détourner du faisceau. J'ai continué ma remontée en gardant la lampe braquée sous moi et en donnant des coups de palme frénétiques. En surface, la luminosité n'était apparemment pas supportable pour elle, car j'ai pu relier les 200 mètres qui me séparaient du rivage sans encombre. Je suis sorti de l'eau en soufflant comme un bœuf, me hissant entre les rochers avec des gestes qui n'avaient plus rien de technique. Mon corps ne s'arrêtait plus de trembler. J'ai arraché mon masque et je me suis effondré sur les galets. Petit à petit, le silence est revenu, accompagné du chuchotis du ressac sur les galets, comme le bruit d'une respiration éternelle. Je me suis redressé et j'ai contemplé l'horizon. Le soleil venait de percer les nuages et brillait haut dans le ciel. La mer était calme et moi, j'étais en vie. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai respiré l'air breton, le sel et l'iode, et les algues séchées sur le granit chaud.